J'ai été expulsée, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que je vais vivre dans la rue? Oh mon Dieu! Tout a commencé par un après-midi qui semblait parfaitement normal. Enfin, aussi normal que pouvait l'être un après-midi du 29 décembre, juste avant que le monde entier ne se précipite vers la folie du réveillon. Dehors, Paris scintillait, les vitrines des grands magasins hurlaient la joie et le champagne, mais à l'intérieur de l'hôpital Saint-Antoine, c'était le calme plat, le genre de calme forcé qu'on trouve uniquement dans les chambres privées de très haut standing. C'était la chambre 402, et c'était le territoire de Mila. Mila, elle était infirmière. Elle n'avait pas le tempérament à faire des vagues. Elle était du genre à murmurer ses rapports, à marcher sur la pointe des pieds et à rougir si on la regardait trop longtemps. C'était une petite femme avec des yeux bruns qui semblait toujours s'excuser d'être là et une efficacité que personne ne pouvait lui retirer. Elle traitait chaque patient avec la même attention méticuleuse, qu'il s'agisse d'un clochard ou, comme c'était le cas aujourd'hui, d'un titan de la finance. Le patient de la chambre 402 s'appelait Raphaël Dubois. Raphaël Dubois n'était pas n'importe qui. C'était un nom qui faisait trembler la bourse, un homme habitué à donner des ordres qu'on exécutait avant même qu'il ait fini de parler. Un homme qui, même cloué dans un lit d'hôpital après une mauvaise chute de ski qui lui avait valu une jambe cassée et quelques côtes froissées, parvenait à dégager une aura d'ennui et d'autorité glaciale. Il était là depuis 10 jours et il s'ennuyait à mourir. Pour lui, l'hôpital n'était qu'une prison dorée et le personnel soignant, des figurants payés pour s'assurer que ses jus de fruits pressés étaient à la bonne température. Mila s'occupait de lui depuis le début de la semaine. Elle était l'une des rares à ne pas être intimidée par ses silences lourds ou ses regards perçants. Non pas qu'elle soit courageuse, loin de là, c'était juste qu'elle avait une capacité presque surnaturelle à se concentrer sur la tâche à accomplir, ignorant l'homme derrière le dossier médical. Cet après-midi-là, la routine était la même. Vérification des perfusions, ajustement de l'oreiller, prise des signes vitaux. « Monsieur Dubois, votre tension est parfaite », murmura Mila, retirant doucement le brassard. Raphaël ne répondit pas. Il était allongé, une main derrière la tête, les yeux fixés sur le plafond immaculé. Il portait un pyjama en soie, offert par sa secrétaire. Il n'aurait jamais porté de pyjama d'hôpital, et il avait l'air d'un roi déchu, attendant le prochain divertissement. Mila rangea son matériel dans le chariot. Elle sentait le poids de son silence. Avec Raphaël, on ne savait jamais s'il était endormi, en pleine négociation mentale, ou s'il attendait juste le moment opportun pour demander pourquoi la lumière du couloir clignotait. Elle se dirigea vers la porte, prête à faire sa ronde. C'est à ce moment précis que son téléphone vibra, un son discret mais qui, dans le silence de la chambre de luxe, résonna comme un coup de fusil. Mila hésita. Les règles de l'hôpital étaient claires. Pas de téléphone personnel pendant les soins. Mais ce numéro, c'était le numéro de l'agence immobilière. Elle attendait cet appel depuis des jours, le cœur serré. Elle jeta un coup d'œil à Raphaël. Il n'avait pas bougé. Elle pensa, juste une minute, il dort peut-être, ou au moins, il fait semblant. Elle sortit rapidement dans le couloir, mais pas assez loin, juste derrière la porte, là où la lumière était un peu plus faible et où elle pensait être à l'abri des oreilles indiscrètes. Raphaël Dubois, cependant, n'était pas du genre à rater quoi que ce soit, surtout pas quand il s'ennuyait. Il avait l'ouïe fine, un don qu'il utilisait souvent en salle de réunion pour capter les murmures traîtres. Il ferma les yeux, non pas pour dormir, mais pour mieux écouter. Il entendit le léger glissement de la porte, puis le souffle de Mila. « Allô ? Oui, c'est Mila, » dit-elle, sa voix habituellement douce, tremblant légèrement. Un homme commença à parler de l'autre côté. Sa voix était métallique, rapide, et portait l'intonation désagréable de celui qui fait un travail qu'il n'aime pas, mais qu'il doit exécuter sans pitié. Raphaël entendit d'abord des bribes. Vente finalisée. Clause de restitution immédiate. Mila se tut, puis elle inspira brusquement comme si on venait de lui donner un coup dans l'estomac. Mais maître Leroy, ce n'est pas possible. J'ai payé le loyer de décembre. Le ton de l'homme devint plus dur. Raphaël entendit distinctement. Mademoiselle Dubois, l'immeuble a été racheté par un groupe de promotion immobilière. La nouvelle société a exercé son droit de reprise immédiate pour démolition. Nous vous avons envoyé une mise en demeure il y a 10 jours. Mila pinça les lèvres. Raphaël pouvait presque visualiser son visage, cette expression de panique contenue qu'elle affichait parfois quand une perfusion refusait de couler. Oui, la mise en demeure, je l'ai eue, mais je pensais...
Je pensais avoir un délai. Les fêtes, vous savez, on est le 29. Où voulez-vous que j'aille » Il y avait une supplication à peine audible dans sa voix. C'était la première fois que Raphaël entendait l'infirmière s'exprimer avec une émotion aussi brute. Habituellement, elle était un mur de professionnalisme. L'homme ricana, un bruit sec et désagréable. « Peu importe les fêtes, mademoiselle, la loi, c'est la loi. Vous avez jusqu'au 1er janvier, midi, pour libérer les lieux. Passé cette heure, nous serons autorisés à procéder à l'expulsion par la force publique. » Raphaël, qui écoutait par pure curiosité au début, se redressa légèrement sur son oreiller. Le 1er janvier, c'était dans 2 jours, et une expulsion. C'était sérieux. Mila, de l'autre côté de la porte, était en train de s'effondrer. Elle luttait pour que sa voix ne monte pas en sanglots. Mais j'ai une petite chambre. Ce n'est pas comme si je prenais beaucoup de place. J'ai cherché, maître, je vous jure, mais avec les fêtes, tout est fermé, ou les prix sont multipliés par 3. Je n'ai pas les moyens de payer une caution et le 1er mois d'un nouvel appartement en 48 heures. Elle respirait fort. Raphaël entendit le froissement d'un tissu. Peut-être qu'elle essuyait une larme rapide. « Écoutez, j'ai besoin d'au moins 1 semaine. Juste le temps de trouver une solution temporaire, s'il vous plaît. Je suis infirmière, je travaille jour et nuit. Je ne peux pas me retrouver à la rue. » L'agent immobilier était intraitable. « J'entends votre détresse, mademoiselle, mais mon mandat est clair. Le 1er janvier, midi. Les clés doivent être rendues. Si elles ne le sont pas, la procédure suivra son cours. C'est votre problème, pas le nôtre. » Clic. L'appel fut coupé. Le silence revint, plus lourd qu'avant. Raphaël sentit l'énergie de Mila, sa détresse, juste de l'autre côté de la mince cloison. Il l'imaginait, appuyé contre le mur froid du couloir, tentant de reprendre le contrôle de sa respiration. Il était un homme d'affaires. Il comprenait la logique impitoyable de l'immobilier. Une promesse de vente, c'était une promesse de vente. Mais même lui, dans son cynisme habituel, trouvait le timing particulièrement cruel. Être jeté à la rue le jour de l'an. Raphaël ne bougea pas. Il continua à fixer le plafond, mais maintenant il ne voyait plus les fissures imaginaires. Il voyait Mila, l'infirmière timide qui lui apportait son jus de grenade frais tous les matins, sur le point de perdre son seul refuge. Il n'avait jamais eu à se soucier d'un loyer de sa vie. Le concept même de l'expulsion était pour lui aussi lointain que l'idée de voyager sur la Lune. C'était un problème de pauvre, un problème qui n'avait rien à faire dans son monde de marbre et d'investissement. Et pourtant, ce problème venait de s'introduire bruyamment dans le couloir de sa chambre d'hôpital. Après ce qui sembla une éternité, en réalité peut-être 2 minutes, Mila ouvrit la porte et entra de nouveau. Elle avait l'air d'avoir couru un marathon. Ses joues étaient légèrement rouges, et bien qu'elle ait réussi à effacer toute trace de larmes, ses yeux étaient brillants et un peu hagards. Elle essaya de se remettre dans le personnage de l'infirmière professionnelle et impassible. « Excusez-moi, monsieur Dubois, une urgence administrative. » Sa voix était à peine un filet d'air. Raphaël la regarda. Il ne cligna même pas des yeux. Il avait toujours trouvé que Mila était insignifiante, dans le bon sens du terme. Invisible. Elle faisait son travail sans bruit. Mais maintenant, il la voyait différemment. Il voyait une personne au bord du précipice. « Urgence, dites-vous » demanda Raphaël, sa voix grave et monotone. Mila sursauta. Elle croyait qu'il dormait. « Soyez monsieur. »« Rien de grave, ne vous inquiétez pas, » mentit-elle. Elle se précipita vers la table de chevet, ramassa le plateau de repas non consommé avec une nervosité maladroite. Elle essayait juste de fuir la chambre, de fuir ce regard. « Vous tremblez, mademoiselle, » fit remarquer Raphaël. Mila serra les dents et força un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « C'est la climatisation, monsieur Dubois. Elle est un peu forte aujourd'hui. » Elle avait mis le plateau sous son bras, mais ses mains, c'était vrai, tremblaient légèrement. Non pas de froid, mais d'une panique profonde et glaciale. Elle se voyait déjà, avec sa seule petite valise, errant dans les rues glacées de Paris le matin du 1er janvier. « J'ai entendu votre conversation », lâcha Raphaël sans aucune précaution ni empathie. C'était un simple fait, énoncé avec l'autorité d'un juge. Le plateau glissa des mains de Mila. Il n'alla pas loin car elle le rattrapa au vol, mais les quelques couverts en métal firent un bruit assourdissant en s'entrechoquant. Elle resta figée, son cœur battant à tout rompre. Elle se sentit nue, exposée. Le milliardaire avait tout entendu. Ses faiblesses, ses problèmes d'argent, sa peur d'être sans abri. La honte l'envahit. « Monsieur Dubois, je vous assure que cela n'affectera en rien la qualité de mes soins, » bégaya-t-elle, essayant de se justifier. Raphaël haussa un sourcil. «
Il n'était pas intéressé par la qualité de ses soins à ce moment-là. Il était intéressé par l'anomalie. Une infirmière qui se faisait jeter à la rue. C'était un scénario digne d'un mauvais film social, mais il se déroulait juste à côté de sa chambre à 1500 € la nuit. Une expulsion le 1er janvier, répéta Raphaël, comme s'il testait le goût de ses mots. C'est une méthode radicale. Mila sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle détestait que cet homme, ce patient, ce riche, soit le témoin de sa misère. Elle se sentit humiliée. « Je dois y aller, monsieur Dubois. D'autres patients m'attendent, dit-elle, essayant de retrouver un semblant de dignité. Elle se retourna et s'apprêta à fuir la chambre. « Attendez, mademoiselle, ordonna Raphaël. Le ton n'était pas une question, c'était un arrêt. Mila s'immobilisa, le dos tendu. Raphaël la fixa un long moment. Il n'était pas en train de réfléchir à la compassion. Il était en train de calculer. Il voyait une faiblesse et Raphaël Dubois avait toujours su comment transformer la faiblesse des autres en opportunité. « Vous avez dit que vous n'aviez nulle part où aller ?» demanda-t-il finalement. Mila hocha la tête sans se retourner. « Et qu'il vous faudrait une semaine pour trouver quelque chose. Au moins, souffla-t-elle. Un sourire très léger, presque imperceptible, étira les lèvres de Raphaël. C'était un sourire de prédateur qui vient de repérer une proie facile. « Intéressant », murmura-t-il. Il se redressa complètement, s'appuyant sur les oreillers. « Laissez ce plateau. Venez vous asseoir, mademoiselle. Nous avons un marché à discuter. » Mila se retourna lentement. Elle voyait la lueur dans ses yeux. Il y avait toujours un prix à payer avec les gens comme Raphaël Dubois. Et elle se demandait, terrifiée, combien il allait lui coûter de s'être fait surprendre dans sa détresse. Elle s'approcha prudemment du fauteuil visiteur, le cœur battant. Le réveillon approchait et au lieu de la joie, elle sentait le poids d'une dette non encore contractée planer au-dessus de sa tête. Raphaël, le milliardaire, avait une idée. Et cette idée, elle le savait, n'allait pas être simple. C'était la seule chose dont elle était absolument certaine. Elle s'assit, attendant le verdict de l'homme qui venait d'entendre son monde s'écrouler. Mila s'assit. Elle s'était sentie plus à l'aise en faisant une piqûre sous la surveillance d'un professeur de médecine qu'elle ne l'était maintenant, face à cet homme d'affaires qui la regardait comme s'il évaluait le prix d'un meuble ancien. Raphaël, lui, était parfaitement détendu. Il avait trouvé un nouveau jouet, une distraction bienvenue dans sa prison de luxe. « Très bien, mademoiselle. Parlons affaires, commença-t-il, sa voix grave ne laissant aucune place à l'émotion. Vous avez besoin d'un toit d'ici le 1er janvier. C'est dans 36 heures. Vous avez également besoin d'argent pour une caution et un loyer d'avance. J'imagine que vous ne gagnez pas assez pour cumuler ces sommes en si peu de temps, surtout à cette période de l'année. » Mila sentit la chaleur monter à ses joues, mais elle se força à ne pas détourner le regard. Il ne faisait que dire la vérité humiliante de sa situation financière précaire. « J'avais des économies, monsieur Dubois, » répondit-elle, essayant de sauver les apparences. « Mais elles ont servi à payer les frais de mon père l'année dernière. » Raphaël fit un geste de la main, balayant l'explication. Il n'était pas intéressé par les drames familiaux, seulement par les chiffres. Peu importe l'historique de vos fonds, le présent est ce qui compte. J'ai la capacité de résoudre votre problème en moins d'1 heure. Mila ouvrit la bouche, stupéfaite. Comment? J'ai des propriétés vides dans Paris, des appartements de service, des pieds-à-terre que personne n'occupe entre les voyages d'affaires, expliqua-t-il, comme s'il parlait de boîtes de conserve dans un placard. Je peux vous loger immédiatement. Pas une chambre de bonne, mademoiselle. Un appartement confortable, meublé. Le cœur de Mila rata un battement. Un appartement confortable? C'était un rêve absolu. Mais elle savait qu'il y avait un crochet à serrer au bout de cette offre dorée. « Quel est le marché, monsieur Dubois ?» demanda-t-elle, sa voix redevenant ferme, professionnelle. Elle devait connaître le prix avant de s'engager. Raphaël sourit, et cette fois le sourire n'était pas imperceptible. Il était large, froid et plein de promesses dangereuses. « Le marché est simple. Je suis ici pour encore 1 semaine, selon les médecins. Je m'ennuie. Je n'aime pas le personnel de nuit. Je n'aime pas la nourriture de l'hôpital. Et je n'aime pas l'idée de devoir m'adapter à leur emploi du temps. » Il se pencha légèrement vers elle, l'air d'un conspirateur. « Je vous propose de devenir mon infirmière personnelle exclusive, 24 heures sur 24. » Mila cligna des yeux. « 24 heures sur 24? Mais c'est illégal, monsieur. Un service de l'hôpital... » « Non, non, » la coupa Raphaël avec irritation. « Vous démissionnerez de l'hôpital Saint-Antoine. Je vous paierai 3 fois votre salaire actuel, net d'impôts. Je couvrirai toutes vos dépenses de logement et de nourriture.
Vous vivrez dans l'appartement que je vous fournirai. En échange, vous serez à mon entière disposition. » Il fit une pause, laissant le chiffre, 3 fois son salaire, imprégner l'esprit de la jeune femme. C'était une fortune pour elle. C'était la possibilité de mettre de côté de l'argent pour des études, pour son avenir. « À ma disposition pour quoi faire, monsieur Dubois ?» demanda Mila, la gorge sèche. C'était la question cruciale. Elle avait vu assez de films pour savoir où ce genre de proposition pouvait mener, surtout venant d'un homme aussi riche et puissant. Raphaël sembla presque amusé par sa prudence. « Mademoiselle, je suis un homme d'affaires, pas un prédateur de bas étage, » dit-il avec un ton qui se voulait rassurant, mais qui sonnait surtout arrogant. « Je suis brisé à plusieurs endroits. J'ai besoin de soins. Je vais avoir besoin d'aide pour la rééducation. Je ne veux pas d'une infirmière différente tous les jours qui lit mon dossier à la va-vite. Je veux vous. Vous êtes efficace, silencieuse, et vous connaissez mes habitudes. » Il insista sur le mot « silencieuse ». C'était la clé. « Mon contrat durera jusqu'à ce que je sois complètement remis sur pied, disons 3 à 4 mois minimum. Pendant ce temps, vous serez ma gardienne, mon assistante médicale, mon factotum. Vous gérerez mes rendez-vous médicaux, mes repas, et vous vous assurerez que mes journées se déroulent sans accroc. » Il se cala de nouveau dans son oreiller. « Et le plus important, mademoiselle, vous serez discrète, absolument discrète. Je ne veux pas que mes affaires personnelles fassent la une des magazines. » Mila était submergée, 3 fois son salaire, un appartement, et la fin de son calvaire imminent. Mais la contrepartie, c'était sa vie. Une servitude totale à un homme qui était, il fallait bien le dire, un tyran. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, juste pour entendre la réponse. Raphaël la regarda avec une expression d'ennui profond. « Alors vous serez à la rue le 1er janvier à midi. C'est aussi simple que cela. Je suis désolé pour vous, mais je ne suis pas un organisme de charité. Je vous offre une solution mutuellement bénéfique, une opportunité. » Il n'y avait pas de menace dans sa voix, seulement l'affirmation d'une réalité brutale. Il tenait toutes les cartes. Mila baissa les yeux vers ses mains, qui étaient maintenant serrées si fort qu'elles en étaient blanches. Elle pensait à son petit studio, le seul endroit où elle se sentait en sécurité. Elle pensait à la honte de devoir appeler une amie, ou pire, dormir dans un foyer d'urgence. Le jour de l'an, elle se rappela l'appel téléphonique, la voix métallique de l'agent immobilier, le 1er janvier, midi, l'expulsion par la force publique. Et le loyer que j'ai payé pour décembre? Et la caution de mon ancien appartement? Demanda-t-elle, essayant de négocier les petits détails qui lui importaient. Je m'en occupe, dit Raphaël, d'un ton définitif. Je m'assure que vous récupériez vos fonds. Je m'assure même que l'agent immobilier qui vous a parlé de façon si désagréable soit rappelé à l'ordre. J'ai quelques relations à la tête de ce groupe immobilier. Ça ne me prendra qu'un coup de fil. Il y avait dans cette dernière phrase une pointe de vengeance, de la part d'un homme qui n'aimait pas l'injustice, mais seulement quand elle était commise contre quelqu'un qu'il décidait de protéger. Mila se sentit vaciller. Il ne lui offrait pas seulement un logement et de l'argent, il lui offrait la vengeance contre l'homme qui l'avait humilié, et surtout, il lui offrait la sécurité qu'elle n'avait jamais eue. Et si vous n'êtes pas satisfait de mon travail? Si je ne suis pas satisfait, je mettrai fin au contrat. Mais vous aurez toujours l'appartement jusqu'à ce que vous trouviez une nouvelle solution. Je ne vous jetterai pas à la rue sans préavis. Je ne suis pas un monstre complet, mademoiselle, dit-il avec une lueur d'ironie dans les yeux. C'était le piège parfait, une porte de sortie dorée, mais il fallait y entrer. Mila inspira profondément. Elle regarda Raphaël, le milliardaire arrogant qui avait transformé sa détresse en une opportunité de luxe pour lui-même. Elle n'avait pas le choix. « J'accepte, monsieur Dubois, » dit-elle, sa voix claire mais tremblante. « J'accepte les conditions. Mais je tiens à ce que ce soit clair. Je suis votre infirmière et votre assistante. Rien d'autre. » Raphaël hocha la tête, un air de triomphe discret sur le visage. « Je l'ai bien compris, mademoiselle. Maintenant, le temps presse. » Il attrapa son téléphone satellite posé sur la table de chevet, un modèle que même les directeurs d'hôpital ne possédaient pas, et commença à taper un numéro. « Vous allez me donner l'adresse de votre immeuble. Je vais mobiliser mon équipe légale et logistique. » Mila obéit, murmurant l'adresse de sa petite résidence dans le 18e arrondissement. Raphaël ne perdit pas une seconde. Il composa un numéro, et dès que l'interlocuteur répondit, la voix du milliardaire devint tranchante et impitoyable. « Léo, c'est Raphaël. J'ai un problème urgent à régler. Non, pas la bourse, quelque chose de plus important. Écoute-moi bien.
J'ai besoin que tu contactes immédiatement le groupe Rochefort. Ils viennent de racheter un immeuble rue des Abbesses. Je veux que tu mettes fin à la procédure d'expulsion concernant l'appartement de mademoiselle Mila Dubois. Mila était sidérée. Il prononçait son nom, qui sonnait étrangement formel sous sa langue, tout en réglant une procédure légale de la même manière qu'on commanderait un café. Léo, de l'autre côté, devait être l'un de ses avocats ou assistants les plus fidèles, car il n'y avait aucune hésitation. « Non, je ne veux pas qu'elle reste là », continua Raphaël. « Je veux juste que la procédure soit annulée, et que ses fonds lui soient rendus. Et dis à cet imbécile de Maître Leroy qu'il a intérêt à être plus courtois avec les gens qui travaillent jour et nuit. » Un silence. Raphaël écoutait la réponse de Léo, puis il reprit. « Maintenant, deuxième point. J'ai besoin d'un logement pour mademoiselle Dubois. Immédiatement. Quelque chose de prêt à être habité. Oui, ce soir. Un appartement de standing, confortable. Qu'est-ce que nous avons de libre dans le 7e ou le 16e ?» Mila faillit s'étouffer. Le 7e ou le 16e. Elle, qui avait toujours vécu dans des quartiers populaires pour pouvoir survivre à Paris. Le studio de l'avenue Kléber, parfait. 40 mètres carrés, meublé, sécurisé. Je veux qu'il soit nettoyé à fond dans l'heure, et j'ai besoin d'un chauffeur pour qu'il aille chercher ses affaires et la dépose là-bas demain matin. Il raccrocha avec l'air d'avoir accompli une tâche aussi simple que d'ouvrir une enveloppe. Il se tourna vers Mila, qui était toujours assise, la bouche entr'ouverte. « Voilà, votre ancien problème est réglé, votre nouveau logement est prêt. Il vous reste à me donner votre démission. » « Ma démission, maintenant ? » ?»« Oui, je ne veux pas perdre de temps. Je veux que vous soyez mon employé légal dès demain matin, le 30 décembre. Mon service juridique s'occupera du contrat. Vous signerez tout en arrivant à l'appartement. » Il attrapa un bloc-notes à côté de lui et écrivit rapidement un numéro de téléphone. « Appelez le superviseur de nuit. Dites-lui que vous avez une urgence familiale grave et que vous quittez immédiatement l'hôpital. Demain matin, mon chauffeur viendra vous chercher chez vous à 9 h pour vous emmener à l'avenue Kléber. » Mila prit le papier. Ses mains ne tremblaient plus de panique, mais d'une sorte de choc électrique. En 10 minutes, sa vie avait basculé. Elle était passée d'une infirmière menacée d'expulsion à l'employé très bien payé d'un milliardaire, avec un logement de luxe dans un quartier huppé. « Monsieur Dubois, je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, incapable d'articuler un remerciement approprié. « Ne dites rien. Le silence est une monnaie que j'apprécie, » répondit-il, se recouchant et fermant les yeux. « Maintenant, allez-y. Je ne veux pas que vous soyez ici quand mon homme de loi passera pour confirmer la logistique. Et mademoiselle, » ajouta-t-il, ouvrant légèrement un œil. Mila se figea près de la porte. « Je veux mon jus de grenade frais à 7h30 précise demain matin. Même si vous n'êtes plus employé par l'hôpital, le service doit continuer. Considérez ça comme votre première tâche. » Il ferma l'œil. C'était la fin de l'audience. Mila sortit de la chambre 402 dans un état de confusion totale. Elle marchait dans le couloir comme dans un rêve fiévreux. Elle venait de vendre son âme, ou du moins son temps, à Raphaël Dubois. Mais elle avait un toit dans le 16e. Elle fit ce qu'il lui avait ordonné. Elle appela son superviseur, inventa une histoire de tante malade et remit sa blouse. Elle se sentait coupable d'abandonner ses autres patients si soudainement, mais la perspective de la rue était plus forte que son devoir. Dehors, la nuit du 29 décembre était glaciale. Elle prit le métro pour la dernière fois, du moins en tant qu'habitante du 18e. En arrivant devant son immeuble, elle vit que le verrou sur sa boîte aux lettres avait été brisé et un nouveau papier blanc, officiel et menaçant, était glissé dans la fente. C'était probablement la confirmation de l'expulsion. Elle se sentit mal au ventre, mais en entrant, elle trouva un message sur son répondeur. Une voix de secrétaire impeccable et polie. « Mademoiselle Dubois, vous êtes priée d'ignorer la dernière mise en demeure. La procédure est suspendue. Vos fonds vous seront restitués dans les 48 heures. Veuillez contacter Maître Léo Marchand dès demain matin à 9 h pour les formalités de votre nouveau contrat d'emploi. » Mila s'assit sur son petit lit, fixant le carton de déménagement à moitié rempli dans le coin. Elle avait vraiment échappé au pire. Mais à quel prix ? Elle passa la nuit à faire le tri, ne dormant que quelques heures, le sommeil agité par le doute et l'excitation. Elle n'avait qu'une petite valise de vêtements et quelques boîtes de livres. Elle était pauvre en biens, mais riche en opportunités, soudainement. Le matin du 30 décembre, à 9h précises, un bruit sourd et luxueux réveilla le quartier. Une berline noire, longue comme un jour sans fin, s'arrêta devant son immeuble. Un chauffeur en livrée noire,
Un homme grand et impassible frappa à sa porte. « Mademoiselle Dubois, je suis là pour vos bagages et pour vous conduire à votre nouvelle résidence. » Mila était prête. Elle avait enfilé sa meilleure robe et un vieux manteau. Elle était nerveuse comme une enfant le jour de la rentrée. Le chauffeur, qui se présenta comme Gabriel, fut d'une efficacité redoutable. En 5 minutes, il avait chargé sa petite vie dans le coffre immense de la voiture. Le voyage vers le 16e arrondissement fut un choc culturel. Les rues étaient larges, les immeubles haussmanniens majestueux. Elle se sentait comme une intruse. Ils s'arrêtèrent devant un immeuble en pierre de taille, avec un portail en fer forgé, gardé par un digicode. L'avenue Kléber était impressionnante. « C'est ici, mademoiselle », dit Gabriel, lui ouvrant la porte. « Votre appartement est au 3e étage. La clé est sur la petite table à l'intérieur. » L'appartement était plus grand que son studio tout entier. Il était lumineux, moderne, avec une vue imprenable sur les toits de Paris. Il y avait une cuisine équipée, un salon avec des meubles design et une chambre séparée. Tout sentait le neuf et le propre. C'était la première fois de sa vie qu'elle entrait dans un tel luxe. Elle posa sa valise et réalisa que c'était chez elle, pour les prochains mois au moins. Elle n'eut pas le temps de s'émerveiller longtemps. À 9h30, le téléphone fixe sonna. C'était Léo Marchand, l'homme de loi de Raphaël Dubois. « Mademoiselle Dubois, votre contrat d'emploi est prêt. Il sera livré par coursier dans 10 minutes. Veuillez le lire attentivement et le signer. Votre première mission commence à 10h. » « À 10h » répéta Mila. « Oui, Monsieur Dubois vous attend à l'hôpital. Il a un rendez-vous avec le chef de service à 11h. Et il exige que vous soyez là pour prendre des notes et vous assurer que le plan de rééducation est conforme à ses attentes. » Le ton de Léo était aussi sec et direct que celui de Raphaël. Il n'y avait pas de répit. Le marché était conclu et la servitude commençait. Le contrat arriva. Mila le parcourut rapidement. Les termes étaient exactement ceux que Raphaël avait énoncés. 3 fois son salaire, logement inclus, durée indéterminée jusqu'à la guérison complète, et une clause de confidentialité de fer. Elle signa. Il était 9h45. Elle était officiellement l'employé personnel de Raphaël Dubois. Elle attrapa un sac, y glissa son carnet de notes et son stéthoscope et prit un taxi en direction de Saint-Antoine. Elle avait à peine eu le temps de boire un verre d'eau dans son nouvel appartement. Quand elle arriva à l'hôpital, elle se sentit étrange. Elle n'était plus une infirmière comme les autres, portant la blouse bleue anonyme. Elle était l'assistante privée. Elle ne s'arrêta pas au vestiaire. Elle se rendit directement à la chambre 402. Raphaël était en train de déjeuner. Il portait un peignoir en soie sombre et lisait le Financial Times sur sa tablette. Il ne leva même pas les yeux quand elle entra. « Vous êtes en retard, mademoiselle Dubois », dit-il sans la moindre émotion dans sa voix. « Il est 10h01, monsieur Dubois », répondit-elle, essayant de maintenir son calme. Il baissa sa tablette. « Dans mon monde, 1 minute de retard est un retard. » Mila se força à ignorer la remarque. Elle était là pour travailler. « J'ai signé le contrat, monsieur Dubois. Je suis prête pour le briefing. »« Bien, » dit-il, la regardant de haut en bas. « Vous avez l'air un peu plus reposé. Le 16e vous convient ? » « C'est magnifique, merci, » répondit-elle honnêtement. « Parfait. Maintenant, le travail. Vous avez mon planning de la journée. Nous avons le chef de service à 11h. Mais avant cela, vous devez me faire une chose. » Il pointa du doigt un grand carton posé dans le coin de la chambre, étiqueté « Cadeau de Noël ». Ma secrétaire Chloé a envoyé ça. C'est la liste de tous les employés importants que je dois remercier pour les fêtes. Je déteste cette tâche. Vous allez la faire pour moi. Mila regarda la pile de cadeaux. Je dois les emballer ? Non. Vous allez les ouvrir, vérifier qu'ils correspondent à la liste, écrire les cartes de vœux appropriées, très chaleureuses, mais pas trop personnelles, et vous assurer qu'ils sont envoyés immédiatement. Je ne veux pas que mes employés pensent que je suis pingre ou négligent. Mila pinça les lèvres. Elle était infirmière, pas assistante personnelle de luxe, mais elle avait signé le contrat. « Soit très bien, monsieur Dubois. Où sont les cartes ?» Elle passa la prochaine heure à trier des bouteilles de champagne hors de prix, des montres, des bijoux. Elle écrivait des messages de gratitude pour des gens qu'elle ne connaissait pas, signant simplement Raphaël. C'était le 30 décembre. Le monde se préparait à célébrer. Mila, elle, était enfermée dans la chambre d'hôpital, triant les cadeaux d'un homme qui venait de lui acheter sa liberté. À 11h, le chef de service arriva, accompagné d'un physiothérapeute. Mila, assise discrètement dans le coin, prenait des notes précises. Raphaël était exigeant.
posant des questions techniques sur la densité osseuse et les délais de rééducation, impressionnant les médecins par sa connaissance pointue. « Mademoiselle Dubois, vous avez tout noté ?» demanda Raphaël à la fin de la réunion. « Oui, monsieur. J'ai le calendrier des séances de kinésithérapie et la liste des compléments alimentaires que vous devez prendre. » « Parfait. Maintenant, autre tâche. Je ne veux pas de repas d'hôpital pour le réveillon. Le réveillon du 31 décembre. C'était demain. J'ai l'intention de passer le nouvel an ici, annonça Raphaël, avec le ton de celui qui s'apprête à faire une concession. Je ne peux pas me déplacer et je refuse de risquer une infection en allant chez ma famille. Mais je ne vais pas manger de la dinde sèche de cantine. Il la regarda, ses yeux froids et pétillants d'attente. Vous allez contacter le chef du restaurant, le Pré-Catalan. Vous lui direz que je veux un dîner de réveillon pour 2 personnes, livré ici à 20h demain soir. Menu dégustation complet avec le vin approprié. Mila sentit une vague de panique. Le Pré-Catalan? Mais monsieur, ils sont complets pour le réveillon depuis des mois. Raphaël haussa un sourcil. Alors vous lui rappellerez qui je suis, mademoiselle Dubois, et vous lui direz qu'il y aura un bonus substantiel pour le personnel s'ils parviennent à satisfaire ma demande. Si j'ai un problème, vous aurez un problème. Mila acquiesça. C'était le genre de mission impossible qui définissait le travail pour Raphaël Dubois. Elle devait transformer l'impossible en réalité, simplement par l'usage de son nom et de son argent. « Et pour 2 personnes, monsieur Dubois ?» demanda-t-elle, prudente. Elle espérait qu'il recevrait un membre de sa famille ou une petite amie. Raphaël la regarda fixement. « Oui, pour vous et moi. » Le choc fut si grand que Mila faillit laisser tomber son carnet. « Moi ? Évidemment, dit-il, comme si c'était la chose la plus logique du monde. Vous êtes mon infirmière 24/7. Je ne vais pas réveillonner seule. Et vous n'avez nulle part où aller, n'est-ce pas? Vous passerez le réveillon avec moi, mademoiselle Dubois. Et vous vous assurerez que tout est parfait. C'est votre devoir. » Raphaël ne lui offrait pas un dîner romantique. Il lui offrait un poste de travail forcé pour le réveillon. Et elle ne pouvait pas refuser. Elle était sa propriété, son employée exclusive et son hôte. C'était le prix de son appartement sur l'avenue Kléber. Mila sentit la pression monter. Le réveillon du Nouvel An dans une chambre d'hôpital, à servir un milliardaire cassé, loin de chez elle, mais dans une situation tellement plus sûre que celle qu'elle avait connue la veille. « Entendu, monsieur Dubois, » dit-elle se redressant. « Je m'occupe du Pré-Catalan. » Elle sortit de la chambre pour appeler le restaurant, sentant déjà le poids de l'organisation. Raphaël Dubois, sans bouger de son lit, avait non seulement sauvé Mila de la rue, mais il avait aussi complètement remodelé son propre Nouvel An, s'assurant qu'il serait servi et diverti par la seule personne qui pouvait désormais lui obéir sans condition. Le compte à rebours avant le 31 décembre avait commencé, et Mila était désormais prise dans l'orbite glaciale et exigeante de Raphaël. Elle allait devoir prouver que le prix qu'il avait payé pour elle en valait la peine. Mais surtout, elle allait devoir découvrir comment survivre à un réveillon en tête-à-tête avec l'homme le plus arrogant qu'elle ait jamais rencontré. Elle sortit de la chambre, le cœur battant à la chamade, mais pas de la même panique que la veille. Non, cette fois, c'était le trac, la pression d'une mission absurde. Contacter le Pré-Catalan un 30 décembre pour une commande spéciale du réveillon, autant essayer d'arrêter la tour Eiffel de briller. Mila s'appuya contre le mur du couloir, loin des oreilles de Raphaël, et composa le numéro du célèbre restaurant 3 étoiles. Elle s'attendait à la musique d'attente, puis à la voix hautaine d'une hôtesse. Elle eut les deux. Le Pré-Catalan. « Bonjour », dit une voix féminine glaciale et parfaite. Mila déglutit. « Bonjour. J'appelle de la part de monsieur Raphaël Dubois. » Un léger changement dans le ton de l'hôtesse. Le nom, Raphaël Dubois, avait un poids, même ici. « Un instant, s'il vous plaît. » Mila patienta. Elle entendit le clic d'une mise en attente, puis une nouvelle voix, celle d'un homme, qui semblait être le maître d'hôtel ou le responsable des réservations. « Monsieur Dubois ? Je suis désolé, nous sommes complets pour toutes les réservations et les livraisons du 31 décembre. Nous avons un plan de table très strict pour le réveillon. »« Non, monsieur, » insista Mila, essayant de paraître plus autoritaire qu'elle ne l'était. « Monsieur Dubois est un patient à l'hôpital Saint-Antoine, chambre 402. Il a eu un accident, il est immobilisé, mais il souhaite maintenir la tradition d'un dîner exceptionnel. Il désire le menu dégustation complet, livré pour 2 personnes, demain soir, à 20h précise. » L'homme à l'autre bout ricana poliment. « Mademoiselle, nous ne faisons pas de livraison d'hôpital. Et quand bien même, nos cuisines sont à flux tendu. » Mila ferma les yeux. C'était le moment de jouer sa carte maîtresse, la seule qu'elle possédait.
L'argent est la menace implicite. Monsieur Dubois m'a chargé de vous informer qu'il y aura une compensation exceptionnelle pour l'ensemble du personnel si cette commande est honorée. Une somme très substantielle en plus du coût du repas. Il m'a également demandé de mentionner qu'il est un ami très proche du propriétaire de votre groupe. Le silence qui suivit fut différent. Il n'était plus méprisant, il était calculatoire. Raphaël avait bien évalué la psychologie de ces institutions. « Pour 2 personnes, dites-vous » demanda l'homme, sa voix soudainement plus douce, plus malléable. « Oui, pour 2. Et quelle est cette somme substantielle, si je peux me permettre » Mila joua le jeu. « Assez pour que votre personnel se souvienne de ce réveillon avec joie, monsieur, et pour que monsieur Dubois se souvienne du service impeccable du pré Cattelan. Une toux discrète. « Entendu, mademoiselle. Je vais voir ce que je peux faire. Nous allons devoir mobiliser une équipe spéciale pour la logistique de la livraison et le maintien de la température. Nous ferons cela. Mais il faudra que vous soyez extrêmement précise sur l'heure de livraison. Et j'aurai besoin d'une confirmation de paiement immédiate. Je vous mets en contact avec son assistant légal, maître Léo Marchand, dans 1 heure. Il s'occupera du virement. Merci, monsieur. » Mila raccrocha. Ses jambes tremblaient, mais c'était fait. Elle avait réussi sa première mission impossible. Elle venait de faire plier un restaurant étoilé avec le seul nom de son employeur. Elle retourna dans la chambre 402, une étincelle nouvelle dans les yeux. Raphaël était toujours allongé, les yeux fermés. « Le pré Cattelan » demanda-t-il, sans même ouvrir les yeux. « C'est arrangé, monsieur Dubois. Menu dégustation pour 2, livré à 20 RL demain. J'ai mentionné le bonus substantiel et l'ami proche du propriétaire, comme vous me l'aviez demandé. » Raphaël ouvrit un œil, un pli de satisfaction au coin de la bouche. « Excellent travail, mademoiselle. Vous apprenez vite. » Il se redressa. « Maintenant, le reste de la logistique. Un dîner de réveillon ne se limite pas à la nourriture. Il faut l'ambiance. » Mila attrapa son carnet et son stylo, prête à noter la prochaine liste d'exigences extravagantes. « Je veux des fleurs, pas des arrangements d'hôpital. Je veux une composition florale digne de ce nom. Des roses blanches et quelques orchidées. Laissez la carte de crédit de l'entreprise à Léo, il vous donnera le code. Vous devez commander ça chez Fleuriste du Faubourg avant 16 h aujourd'hui. Ils livreront demain. » Mila écrivait « Fleurs, roses blanches, orchidées, Faubourg. » Ensuite, la musique. « Je ne supporte pas le bruit de fond de l'hôpital. J'ai besoin d'une enceinte Bluetooth de très haute qualité. Vous irez l'acheter aujourd'hui. Un modèle sobre, noir mat, et vous téléchargerez une playlist de jazz classique. Pas de chant de Noël. Et enfin, continua Raphaël, avec une emphase particulière, le vin. Le pré Cattelan s'occupe de l'accord mets et vin, mais j'ai une cave personnelle. J'ai besoin que vous vous assuriez que le chauffeur, Gabriel, aille chercher 2 bouteilles spécifiques chez moi. Une bouteille de Château Margaux, 1989, et une bouteille de champagne Cristal Rosé. La température de service est cruciale. Vous vous assurerez qu'elle soit conservée dans le réfrigérateur de la cuisine des infirmières jusqu'à l'heure du dîner. Mila était stupéfaite. Un Château Margaux de 1989. Ce n'était pas du vin, c'était un investissement. Monsieur Dubois, une bouteille de cette valeur, la cuisine des infirmières n'est pas sécurisée. Alors vous la sécuriserez, mademoiselle. Vous les mettrez dans le casier le plus discret et vous garderez la clé sur vous jusqu'à 19h30 demain. C'est votre responsabilité. Il lui tendit un minuscule morceau de papier. C'est l'adresse de ma résidence principale, dans le 8e. Donnez ça à Gabriel. Il sait où trouver la cave. La journée du 30 décembre se transforma en une course folle. Raphaël avait transformé Mila en une assistante de direction ultra efficace, jonglant entre des tâches administratives et des responsabilités logistiques haut de gamme. Elle commanda les fleurs, elle acheta l'enceinte Bluetooth, payée avec la carte de Raphaël, une transaction qui valait plus que son salaire mensuel précédent, et elle coordonna le chauffeur Gabriel pour la récupération des précieux flacons. Elle rentra à l'appartement de l'avenue Kléber vers 19h, épuisée. L'appartement était impeccable. Il y avait des draps neufs sur le lit et une petite note de Léo Marchand sur la table de la cuisine. « Bienvenue. Votre salaire sera versé le 5 de chaque mois. Voici le numéro du service de maintenance. » Mila s'effondra sur le canapé en cuir. Elle était seule, dans le luxe le plus total. Elle avait un toit, elle était en sécurité financièrement, mais elle se sentait plus isolée que jamais. Elle prit son téléphone, hésita à appeler Ambre, son ancienne collègue, ou Lucas, un ami de longue date. Mais que leur dirait-elle? « Salut, Ambre, je viens de démissionner. Je vis dans un appartement de luxe.
et je passe le réveillon à servir un milliardaire cassé qui m'a acheté parce qu'il ne supportait pas d'être seul. Non, le contrat de confidentialité était clair. Et plus que le contrat, il y avait la honte. La honte d'avoir été si désespérée, si facilement achetée. Elle décida de se concentrer sur l'aspect pratique. Elle devait préparer sa tenue pour le réveillon. Raphaël avait été clair. Elle devait être présentable, mais surtout, elle ne devait pas porter sa tenue d'infirmière. Elle ouvrit sa petite valise. Ses possessions étaient ridicules dans cet appartement immense. Elle n'avait qu'une seule robe qui pouvait passer pour élégante. Une simple robe noire, achetée pour un mariage il y a 2 ans. Elle était propre, simple. Elle devrait faire l'affaire. Elle la repassa soigneusement. La nuit du 30 décembre fut étrange. Le silence de l'appartement était assourdissant. Il n'y avait pas le bruit des voisins, pas le fracas de la rue, juste le luxe calme. Elle dormit profondément, un sommeil de sécurité qu'elle n'avait pas connu depuis des semaines. Le 31 décembre, le jour du réveillon. Mila arriva à l'hôpital à 8h13, vêtue d'un pantalon noir sobre et d'une chemise blanche impeccable. Elle ressemblait davantage à une cadre qu'à une infirmière. Elle portait un sac qui contenait sa tenue de soirée, la robe noire et son équipement médical essentiel. Elle se dirigea vers la chambre 402, non sans un pincement au cœur en croisant ses anciennes collègues. Ambre la regarda avec curiosité. « Mila, mais qu'est-ce que tu fais là? On nous a dit que tu avais une urgence familiale grave ?» Mila força un sourire. « Oui, c'est réglé. Je suis juste là pour récupérer des papiers. » Elle accéléra le pas vers la chambre de Raphaël. Elle ne pouvait pas se permettre d'être découverte. Raphaël était en pleine forme. Il ne montrait aucun signe de faiblesse physique, seulement une impatience grandissante face à l'approche de la soirée. « Mademoiselle Dubois, vous êtes à l'heure. Où sont les bouteilles? »« Elles sont arrivées ce matin, monsieur. Je les ai mises dans le réfrigérateur de l'office du personnel, dans le casier 17, sécurisé par un cadenas. J'ai la clé. »« Bien. Vous avez commandé les fleurs? Elles arrivent à 14h. Et l'enceinte est là, chargée, dit Mila, pointant l'objet noir et discret posé sur la table de chevet. Raphaël hocha la tête, satisfait. Très bien. Maintenant, le planning de la journée. Les médecins passent à 10h pour la rééducation. Vous prendrez les notes. Puis vous avez toute l'après-midi pour transformer cette pièce en un lieu présentable. Mila haussa un sourcil. Transformer la pièce? Oui. Je ne veux pas dîner avec une table de nuit et des perfusions en arrière-plan. Vous allez devoir réorganiser le mobilier, déplacer le lit si nécessaire. Je veux une table élégante pour 2, face à la fenêtre. Mila retint son souffle. Déplacer le lit d'un homme qui pesait plus de 100 kilos, avec une jambe dans le plâtre? Monsieur Dubois, je n'ai pas la force de déplacer le lit seul. Je dois demander de l'aide au personnel de maintenance. Absolument pas, coupa Raphaël, le ton péremptoire. Je ne veux personne d'autre que vous dans cette chambre aujourd'hui. La discrétion. Vous vous débrouillerez. Utilisez les roulettes. Faites preuve d'ingéniosité. C'est pour ça que je vous paie 3 fois votre salaire. Mila se sentit humiliée. Il la traitait comme un meuble multi-usage. Elle était censée être infirmière, pas déménageuse, mais elle avait signé. Entendu, monsieur Dubois. Je vais m'en occuper après votre séance de kinésithérapie. La matinée fut consacrée aux soins. La kinésithérapeute, une femme énergique nommée Jade, fit travailler Raphaël sur son haut du corps. Mila s'occupa des bandages, des médicaments. Elle était de nouveau dans son élément, son professionnalisme reprenant le dessus. Raphaël, étrangement, était plus tolérant pendant les soins. Il reconnaissait son expertise. À 13h, Raphaël, épuisé par l'exercice, s'endormit pour sa sieste habituelle. C'était l'heure de la transformation. Mila commença par les roulettes du lit. C'était lourd, incroyablement lourd, et elle dut forcer jusqu'à en avoir le front perlé de sueur. Elle réussit à le déplacer légèrement, le repositionnant pour qu'il ne soit pas au centre de la pièce. Elle poussa la table de chevet vers un coin et installa une petite table pliante qu'elle avait trouvée dans un placard de rangement de l'hôpital. Elle avait dû soudoyer une aide soignante pour la lui prêter. À 14h, les fleurs arrivèrent. Le bouquet était spectaculaire, une cascade de blanc pur qui remplissait l'air de la chambre d'un parfum délicat. Elle arrangea les roses et les orchidées près de la fenêtre, créant un point focal élégant. À 16h, la chambre 402 ressemblait à tout, sauf à une chambre d'hôpital. Les équipements médicaux étaient cachés derrière un paravent. La lumière tamisée et le jazz classique remplissaient doucement la pièce, grâce à l'enceinte dernier cri. Raphaël se réveilla juste à ce moment-là.
Il observa la pièce, puis Mila qui était en train d'épousseter méticuleusement un coin de la table. « Impressionnant, mademoiselle. Vous êtes plus polyvalente que je ne le pensais. » Le compliment venant de lui était aussi sec qu'un coup de trick, mais Mila sentit une petite satisfaction. « Merci, monsieur Dubois. Maintenant, concernant votre tenue, Raphaël lui jeta un regard froid. « Je porterai mon pyjama en soie. Il est propre. »« Je comprends, monsieur, mais pour le réveillon, je suis impatient, mademoiselle. Je n'ai pas besoin de smoking. En revanche, vous, dit-il, la scrutant de sa tête aux pieds, vous devez vous changer. Vous êtes mon hôtesse. J'ai une robe noire, simple, dit-elle. Simple, non, élégante, oui, et je ne veux pas que vous fassiez la navette entre l'hôpital et le 16e en taxi. C'est inefficace. Vous vous changerez dans la salle de bain privative. Mila sentit la chaleur monter à ses joues, se changer dans la salle de bain de son patient, juste à côté de lui. C'était une intimité forcée qu'elle n'appréciait pas. « Entendu, monsieur Dubois, je reviens vers 19h30 pour la vérification du vin et la réception du dîner. » Elle quitta l'hôpital et retourna rapidement à l'avenue Kléber. Elle avait 2 heures. Elle prit une douche rapide, se maquilla très légèrement et enfila sa robe noire. Elle n'était pas habituée à se faire belle. Elle se trouvait toujours trop effacée. Mais ce soir, elle devait jouer un rôle. Le rôle de l'assistante parfaite qui ne gâcherait pas le dîner du milliardaire. À 19h30, Mila était de retour à Saint-Antoine. Elle était tendue, mais prête. Elle entra dans la chambre 402. Raphaël était en train de vérifier sa tablette. Il leva les yeux et la regarda. Le silence dura quelques secondes de trop. Mila était une femme simple, mais la robe noire, simple et bien coupée, accentuait sa silhouette fine. Ses cheveux bruns étaient tirés en arrière, révélant la délicatesse de son cou. Elle était pour la première fois simplement belle. Pas l'infirmière effacée, mais une femme élégante. Raphaël ne fit aucun commentaire. Il se contenta de hocher la tête, un signe d'approbation laconique. « Le vin, mademoiselle. » Mila se dirigea vers l'office du personnel, récupéra les 2 bouteilles précieuses et revint les présenter à Raphaël. Le château Margaux 1989 est à 18 degrés. Le champagne à 8, annonça-t-elle, lisant une note qu'elle avait préparée sur les températures de service. Raphaël sourit. Ce n'était pas un sourire de prédateur, mais un sourire de satisfaction professionnelle. « Vous êtes prévoyante, mademoiselle. C'est une qualité rare. » À 19h55, le grand événement arriva. 2 hommes du Pré-Catelan, vêtus de vestons impeccables, firent leur entrée, poussant des chariots sophistiqués. Ils installèrent une véritable cuisine de fortune. Le chef de livraison supervisait personnellement l'opération. Le dîner de réveillon pour 2 était une œuvre d'art. Homard en gelée, Saint-Jacques truffé et un chapon farci digne des rois. Le sommelier du restaurant, qui s'était déplacé lui-même, présenta les bouteilles avec révérence. Mila, en tant qu'assistante, s'assura que tout était parfait, vérifiant les couverts en argent, les serviettes amidonnées et la disposition des plats. À 20h30, les livreurs et le sommelier partirent, après avoir reçu un chèque d'une somme astronomique pour le bonus substantiel. Mila se retrouva seule avec Raphaël, dans la chambre transformée, au milieu de ce festin absurde. Raphaël était assis, souriant légèrement devant l'opulence. « Asseyez-vous, mademoiselle Dubois. Le service est terminé. Le dîner commence. » Mila s'assit prudemment sur la chaise en face de lui, près de la fenêtre. Elle se sentait complètement déplacée. Jamais elle n'aurait imaginé passer le réveillon dans de telles circonstances. « Servez-moi le champagne, s'il vous plaît, » ordonna Raphaël. Mila s'exécuta, versant le cristal rosé avec précaution. « Maintenant, vous aussi, mademoiselle. Vous devez manger. Ce n'est pas bon marché et je n'aime pas gaspiller. » Mila prit une gorgée de champagne. Il était d'une finesse incroyable. « Merci, monsieur Dubois. » Le dîner commença. C'était un silence lourd, rythmé par le jazz discret et le bruit des couverts sur la porcelaine fine. Raphaël mangeait avec une concentration totale, appréciant chaque bouchée. Mila, elle, avait du mal à avaler. L'intimité forcée la mettait mal à l'aise. « Je dois avouer que votre coordination a été impeccable, » dit Raphaël, brisant le silence après la première entrée. « Je craignais que vous ne soyez submergé par le stress. Je suis infirmière, monsieur Dubois. Je suis habituée à gérer le stress et les urgences, » répondit Mila, essayant de se raccrocher à son identité professionnelle. « Ce n'est pas la même urgence. Ici, le seul risque est l'ennui et l'échec culinaire. » Il la regarda. « Et je déteste l'ennui. C'est pour cela que je vous ai gardé. Vous êtes une distraction, mademoiselle. Une énigme. » « Une énigme ? Oui.
Une infirmière qui travaille jour et nuit pour se payer un petit studio, qui risque de se retrouver à la rue, mais qui refuse de plier sous la pression. Vous avez un certain orgueil. J'aime cela. Mila sentit ses joues rougir. Je ne crois pas que ce soit de l'orgueil, monsieur. Juste la survie. La survie est la forme la plus pure de l'orgueil, rétorqua Raphaël. Ils passèrent au plat principal. Raphaël parla affaires, sans s'adresser directement à elle, mais comme s'il récitait un monologue pour lui-même. Il parlait de ses investissements, de la stupidité de ses concurrents, de la façon dont le monde financier allait évoluer en 2024. Mila écoutait, fascinée malgré elle par la hauteur de vue de cet homme. Elle prenait mentalement des notes pour le cas où il lui demanderait de se souvenir de tel ou tel détail. À 22 ans, Raphaël demanda à Mila de lui servir le château Margaux. Mila ouvrit la bouteille avec un tire-bouchon professionnel qu'elle avait glissé dans son sac. Elle versa le vin dans des verres magnifiques, fournis par le restaurant. L'arôme était profond, boisé, sublime. « C'est pour célébrer quoi exactement, monsieur Dubois ?» demanda Mila, s'autorisant une petite impertinence. « Un réveillon à l'hôpital ?» Raphaël prit une gorgée, ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Nous célébrons l'efficacité, mademoiselle. Nous célébrons le fait que j'ai obtenu exactement ce que je voulais et que vous avez évité la misère. Nous avons tous les deux gagné. » Il leva son verre. « À notre partenariat, qu'il soit aussi profitable que possible pour les deux parties. » Mila leva son verre de vin rouge, le cœur serré. Un partenariat? Elle était sa subordonnée, sa prisonnière dorée, mais elle buvait à sa sécurité. « À notre partenariat, » dit-elle, sa voix plus ferme cette fois. Le reste de la soirée devint plus détendu, du moins pour Raphaël. Le vin et le repas somptueux le rendaient moins tendu. Il commença à raconter des anecdotes sur ses voyages, des histoires de négociations avec des cheikh ou des rencontres avec des présidents. Il se révélait être un conteur captivant, capable de rendre les enjeux financiers aussi excitants que des aventures d'espionnage. Mila écoutait, observant cet homme qui était si différent de l'image froide qu'il projetait habituellement. Il était brillant, arrogant, mais sous l'effet du vin, une humanité brute transparaissait. Vers 23h30, Raphaël s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Dubois, j'ai une autre exigence pour cette soirée. » Mila se redressa. « Oui, monsieur ? J'ai besoin de distraction. Je n'ai pas l'intention de regarder la télévision. Je n'ai pas l'intention de parler des marchés boursiers pendant les 30 dernières minutes de l'année. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je veux que vous me parliez. »« De vous !» Mila se figea. Parler d'elle, c'était la dernière chose qu'elle voulait faire. Sa vie était ennuyeuse, banale. Elle n'était pas un sujet digne d'intérêt pour un homme comme lui. « Monsieur Dubois, je n'ai rien d'intéressant à raconter. Ma vie est très simple. L'ennui est dans l'œil de celui qui regarde, » rétorqua Raphaël. « Racontez-moi comment vous êtes devenue infirmière, pourquoi vous êtes restée à Paris, malgré la difficulté de la vie ici. Dites-moi ce qui vous passionne en dehors des pansements. » Il y avait dans son ton une curiosité véritable, pas seulement de la condescendance. Il voulait la décortiquer, la comprendre, comme il décortiquait un rapport financier. Mila hésita, puis commença à parler doucement. Elle parla de son père, de sa maladie et du rôle des infirmières qui l'avaient inspirée. Elle parla de la beauté de Paris, même vue d'un petit studio miteux. Elle parla de son rêve, qu'elle avait mis de côté de retourner à l'université pour étudier la médecine humanitaire. Raphaël écoutait, sans l'interrompre, si ce n'est pour poser une question précise sur un détail technique de son travail. « Médecine humanitaire ?» demanda-t-il. « Vous voulez aller soigner les gens loin de Paris ? C'est mon rêve, oui. J'ai toujours voulu me sentir utile là où l'argent n'est pas la solution. » Raphaël ricana légèrement. « L'argent était toujours une solution, mademoiselle. Il suffit de savoir comment l'utiliser. » À 23h55, le silence revint. Mila regarda sa montre, puis la fenêtre. Les lumières de Paris brillaient, mais de là, on ne voyait pas les feux d'artifice. Raphaël se redressa légèrement sur son lit, le compte à rebours. Mila sentit la tension monter. C'était un moment intime, malgré les circonstances. Deux personnes, seules, dans une bulle de luxe, au milieu d'un hôpital. « Vous n'avez pas de famille proche, monsieur Dubois ?» demanda-t-elle doucement. Raphaël secoua la tête. « Non, ma famille est dispersée. Et la plupart sont des vautours qui attendent que je meure pour se partager l'héritage. Je préfère passer le réveillon avec quelqu'un qui est payé pour être là. C'est plus honnête. » Son cynisme était presque rafraîchissant. 23h58. Le jazz était presque inaudible. Mila se tenait près de la fenêtre, regardant la ville. 23h59. « Merci, monsieur Dubois.
murmura Mila. Pour l'appartement, pour la sécurité. Ne me remerciez pas, mademoiselle. Vous paierez cette dette en service irréprochable, répondit-il. Le moment était là. 60 secondes. 50. Mila sentit une larme de soulagement et d'épuisement lui monter aux yeux. Elle n'était plus à la rue. Elle était riche, en sécurité, mais elle était esclave. 10 secondes. Raphaël comptait doucement. 10, 9, 8, 7. Mila se joignit à lui. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année, mademoiselle Dubois, dit Raphaël, levant son verre de champagne. Bonne année, monsieur Dubois, répondit Mila, faisant teinter son verre contre le sien. Dehors, le bruit lointain des feux d'artifice montait. Raphaël prit une gorgée. Maintenant, la première tâche de la nouvelle année. Mila, qui s'attendait à un moment de répit, se tourna vers lui. « Je veux que vous me trouviez un moyen de quitter cet hôpital. Je suis fatigué d'être ici. Je veux rentrer chez moi dans ma résidence principale demain après-midi. Vous allez devoir organiser le transfert médical et les soins à domicile. » Mila était sidérée. Rentrer chez lui, avec sa jambe cassée? Mais monsieur, c'est impossible. Les médecins ont dit que vous deviez rester au moins encore une semaine sous surveillance. Raphaël la regarda avec l'expression de celui qui vient de donner un ordre à un chien désobéissant. « Je suis Raphaël Dubois, mademoiselle. Ce que je veux est possible. Vous êtes mon assistante personnelle. Trouvez-moi la solution. C'est votre nouveau défi pour 2024. » Il reposa son verre. « Et maintenant, nettoyez cette table. Je veux dormir. » Le réveillon était terminé. La nouvelle année commençait et Mila, l'infirmière timide, se retrouvait face à la plus grande exigence de son employeur arrogant, organiser l'évasion médicale d'un milliardaire qui refusait d'obéir aux médecins, et cela en moins de 24 heures. Le partenariat ne faisait que commencer, et elle réalisait à quel point le prix de son appartement sur l'avenue Kléber allait être élevé. Elle se mit à débarrasser la table, la tête pleine de plans logistiques impossibles. Elle devait trouver un moyen de ramener Raphaël Dubois chez lui sans le tuer. C'était sa première mission en tant qu'esclave de luxe. Le réveillon était terminé. La nouvelle année commençait, mais pour Mila, elle commençait par le nettoyage des restes d'un festin qui avait coûté plus cher que son salaire annuel. Elle rangeait la porcelaine fine et les verres à vin précieux, tout en essayant de digérer l'ordre absurde de Raphaël. Quitter l'hôpital le jour même. Organiser un transfert médical pour un homme avec une jambe dans le plâtre et des côtes froissées, contre l'avis de toute l'équipe soignante. Raphaël, lui, était déjà plongé dans le sommeil, la tête inclinée sur l'oreiller, le visage détendu par le bon vin et la satisfaction d'avoir obtenu ce qu'il voulait pour le réveillon. Il avait l'air d'un enfant gâté qui venait de briser ses jouets. Mila termina de nettoyer. Elle sortit les bouteilles vides de cristal rosé et de Château Margaux de la chambre. Le silence était revenu, plus lourd. Elle s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant les premières lueurs du 1er janvier sur Paris. Il était 1h30 du matin. Elle n'avait pas le temps de dormir. Elle prit son carnet et commença à organiser le plan. Problème 1, l'avis médical. Le chef de service, le docteur Hugo, avait été très clair. Pas de sortie avant au moins le 5 janvier. Raphaël avait besoin d'une surveillance constante des signes vitaux et d'un contrôle des anticoagulants. Problème 2, la logistique. Il fallait un transfert médical spécialisé, pas un simple taxi, des équipements à domicile, et surtout, l'accord légal pour décharger l'hôpital de toute responsabilité. Problème 3, le temps. Il fallait que tout soit prêt avant la fin de l'après-midi. Mila inspira profondément. La peur de l'expulsion avait été remplacée par la peur de l'échec professionnel. Elle était payée 3 fois son salaire pour faire l'impossible. Elle allait le faire. Elle attendit 7 heures. Raphaël se réveilla de mauvaise humeur comme toujours. « Mademoiselle Dubois, vous êtes toujours là? Vous n'avez pas dormi ?» demanda-t-il, avec un ton qui n'était pas de l'inquiétude, mais de la pure curiosité. « J'ai travaillé sur la logistique de votre transfert, monsieur Dubois. J'ai besoin de vos instructions précises sur les personnes à contacter. » Raphaël se redressa. « Bien, appelez Léo Marchand. Il doit être réveillé. Dites-lui que je veux une ambulance privée avec équipement de réanimation et une infirmière de transport qualifiée. Et surtout, je veux qu'il prépare le papier, le document qui dégage l'hôpital de toute responsabilité, signé de ma main. Et le docteur Hugo, il refusera de signer l'autorisation de sortie. » Raphaël haussa les épaules. « Le docteur Hugo peut refuser, mais il ne peut pas m'empêcher de signer une décharge. Dites-lui que s'il me cause un problème, je ferai un don anonyme si substantiel à un hôpital concurrent
que Saint-Antoine n'endormira pas pendant 1 an. Il comprendra l'allusion. Mila pinça les lèvres. C'était la façon de Raphaël d'obtenir le silence des médecins, l'arme de la charité menaçante. Elle composa le numéro de Léo Marchand. Léo, malgré le jour de l'an, répondit immédiatement. Il était clair que les employés de Raphaël n'avaient pas de jour de congé. Léo, c'est Mila Dubois. Monsieur Dubois a décidé de rentrer chez lui cet après-midi. Un long silence. Il est sérieux? Il est le 1er janvier. Il est très sérieux. Il a besoin d'une ambulance privée de haute qualité et d'une décharge de responsabilité pour l'hôpital. Et il veut que son appartement principal soit préparé. Son appartement principal? Vous voulez dire le hôtel particulier dans le 8e? Oui. Il a besoin d'un lit médicalisé, de l'équipement de surveillance et d'un stock complet de ses médicaments habituels. Léo soupira. Un bruit sec. D'accord. Je m'occupe de la logistique du transfert et des papiers légaux. Je vous rappelle dans 1 heure. Vous, mademoiselle Dubois, vous vous occupez du front de l'hôpital. Assurez-vous que le transfert se passe sans esclandre. Mila se sentait galvanisée. Elle était au cœur d'une opération commando et elle avait les moyens de Raphaël pour la mener à bien. Elle attendit 8h30, l'heure à laquelle elle savait que le docteur Hugo, le chef de service, ferait sa ronde. Elle l'intercepta dans le couloir, loin de la chambre 402. Le docteur Hugo, un homme d'une 50aine d'années, tiré à 4 épingles et dévoué à son métier, la regarda, surpris de voir l'infirmière Mila Dubois, désormais élégante et sans uniforme. « Mademoiselle Dubois, je pensais que vous étiez en congé familial urgent. J'ai démissionné, docteur. Je suis désormais l'infirmière personnelle de Monsieur Dubois, expliqua-t-elle sans détour. Je suis ici pour vous informer que Monsieur Dubois a décidé de quitter l'hôpital cet après-midi. » Le visage du docteur Hugo devint pourpre. « Quoi? C'est hors de question. Il a une fracture du tibia qui n'est pas complètement stabilisée. Il y a un risque de complication. Je refuse de signer son autorisation de sortie. »« C'est ce que je craignais, docteur, » dit Mila, gardant un ton professionnel et calme. « C'est pourquoi Maître Marchand, son avocat, arrivera à 14h avec la décharge de responsabilité. Monsieur Dubois quittera cet établissement à 15h, avec ou sans votre bénédiction. » Hugo la fixa, incrédule. « Il ne peut pas faire ça, c'est une folie. Il le peut. Il est Raphaël Dubois, dit Mila, un simple fait. Cependant, je suis là pour m'assurer que les choses se passent dans les règles de l'art. Je serai avec lui 24h24. Il y aura une ambulance avec équipement de pointe. Et son domicile est en cours de médicalisation par une équipe privée. » Elle fit une pause. « Monsieur Dubois m'a également chargé de vous transmettre un message. Il est extrêmement reconnaissant des soins prodigués par Saint-Antoine. Il souhaite que cela se termine en bonne entente, sans conflit. Il m'a suggéré de vous rappeler que si l'opération se déroule sans accroc, une donation exceptionnelle de plusieurs millions d'euros pourrait être faite au service de cardiologie pédiatrique, un projet qui vous tient tant à cœur. » Le docteur Hugo était cloué au sol. Il regarda Mila non plus comme une infirmière timide, mais comme l'émissaire d'une puissance implacable. Il détestait l'arrogance de Raphaël, mais il aimait ses patients. La cardiologie pédiatrique avait désespérément besoin de nouveaux équipements. « C'est du chantage, mademoiselle Dubois, » murmura Hugo. « C'est une transaction, docteur, » corrigea Mila. « La santé de monsieur Dubois est assurée par un personnel qualifié, et votre service reçoit un financement vital. Tout ce que nous vous demandons, c'est de ne pas interférer avec l'organisation du transfert à 15h et de nous fournir un rapport complet sur les soins post-opératoires. » Le docteur Hugo soupira. Il était vaincu. L'argent avait gagné contre la bureaucratie et même contre la prudence médicale. « Très bien, mademoiselle Dubois. Dites à monsieur Dubois que je serai là pour son départ. J'exige de le revoir une dernière fois pour un examen rapide. Et je veux que le rapport de soins soit remis en main propre à votre service de transport. » « Entendu, docteur, merci. » Mila retourna à la chambre 402, le cœur léger. Elle avait réussi l'étape la plus difficile. « Et le docteur Hugo ?» demanda Raphaël, qui avait tout deviné. « Il a accepté. Il sera là à 15h, mais il exige de vous revoir une dernière fois. » Raphaël sourit, un sourire de pur triomphe. « Parfait. L'argent, c'est l'huile qui fait tourner le monde, mademoiselle. Ne l'oubliez jamais. » Le reste de la matinée fut une valse de coordination. Léo Marchand appela pour confirmer que l'équipe d'installation était déjà au hôtel particulier. Gabriel, le chauffeur, était en route avec l'ambulance privée. À 14h, Léo arriva. Un homme élégant et nerveux portant une mallette de cuir. Il fit signer à Raphaël les documents de décharge, une pile de papier
qui mettait l'hôpital à l'abri de toute poursuite en cas de complications. Le docteur Hugo arriva à 14h30. La rencontre fut brève et tendue. Il examina Raphaël et lui donna les dernières instructions d'un ton sec, ignorant presque l'homme dans le lit et s'adressant à Mila. « Mademoiselle Dubois, vous savez ce que vous faites. Ne le laissez pas forcer sur sa jambe. Les anticoagulants sont cruciaux. »« Je m'en occupe, docteur, » assura Mila. À 15h, l'ambulance était là. C'était un véhicule noir, discret, équipé de tout le matériel nécessaire pour un transport en toute sécurité. Le brancard spécial fut introduit dans la chambre. Mila aida Raphaël à se transférer du lit d'hôpital au brancard. Il était lourd, mais elle était forte. Le contact physique était minimal, professionnel. Le départ fut rapide. Raphaël, le visage impassible, fut roulé hors de sa chambre de luxe, sous les regards curieux des infirmières et des aides-soignantes qui se demandaient ce qui se passait. Mila marchait à côté du brancard, tenant fermement le dossier médical. Elle jeta un dernier coup d'œil à la chambre 402. Elle avait passé les 10 derniers jours de son ancienne vie ici. Elle venait de la quitter pour toujours. Le transfert dans l'ambulance fut silencieux. Léo Marchand et Gabriel, le chauffeur, étaient à l'avant. Mila était à l'arrière, surveillant les moniteurs de Raphaël. « Vous êtes efficace, mademoiselle, » dit Raphaël, brisant le silence. « Vous avez géré le docteur Hugo comme un rapport d'entreprise. »« Je fais mon travail, monsieur Dubois, » répondit-elle. « Et je n'aime pas l'idée de complications. Je préfère éviter les crises. »« Les crises sont parfois nécessaires pour le progrès, » rétorqua-t-il, un éclair de malice dans les yeux. « Mais je vous accorde que pour un transfert, le calme est préférable. » Le trajet fut court. Ils traversèrent Paris, les rues étonnamment calmes en ce jour de l'an. Ils entrèrent dans le 8e arrondissement, le quartier des ambassades et des fortunes historiques. L'ambulance s'arrêta devant un immense portail en fer forgé. Derrière se dressait un bâtiment qui n'était pas un immeuble de rapport, mais un véritable hôtel particulier, une maison de maître. La pierre de taille était immaculée, les fenêtres immenses, et le tout dégageait une aura de richesse ancienne et inébranlable. Mila se sentit instantanément minuscule. L'appartement de l'avenue Kléber était un pied-à-terre de luxe. Ceci était un palais. Gabriel ouvrit le portail. L'ambulance entra dans une cour intérieure privée, pavée de granit. À l'intérieur, l'équipe d'installation médicale était déjà à pied d'œuvre. Ils avaient transformé un salon immense aux plafonds ornés de moulures dorées en une suite médicale temporaire. Le lit médicalisé était en place, entouré d'écrans de surveillance discrets. Raphaël fut transféré sans encombre. Léo Marchand, visiblement soulagé, fit ses adieux. « Je vous laisse, mademoiselle Dubois. Je serai joignable si vous avez le moindre problème logistique. Bienvenue dans votre nouveau chez vous. Enfin, chez monsieur Dubois. » Mila acquiesça, absorbée par l'environnement. Raphaël était maintenant installé dans son lit, avec une vue imprenable sur un jardin d'hiver. Il était chez lui, et son aura d'autorité avait triplé. « Maintenant, les choses sérieuses commencent, mademoiselle, » dit-il, se calant sur l'oreiller en soie. « Ce soir, je reçois. » Mila se figea. « Recevoir? Aujourd'hui? » « Oui, j'ai un rendez-vous à 19h. Un de mes associés, Gabriel. » « Non, pas le chauffeur, un autre Gabriel. »« Gabriel Lemaître, mon directeur financier. Nous avons des dossiers urgents à traiter. Il faut lui préparer un bureau temporaire ici, dans cette pièce. » Mila regarda autour d'elle. Le salon était majestueux, mais il n'y avait pas de bureau. « J'ai besoin d'un bureau, d'une chaise confortable, d'un accès Internet sécurisé et de quoi faire une présentation. Tout cela avant 19h. » Mila se sentit submergée. Elle était infirmière. Elle venait de passer la journée à organiser un transfert à haut risque et maintenant, elle devait devenir une décoratrice d'intérieur high-tech. « Monsieur Dubois, c'est le 1er janvier. Les magasins de meubles sont fermés. » Raphaël la regarda avec un ennui profond. « Je ne parle pas d'IKEA, mademoiselle Dubois. J'ai des entrepôts de mobilier de bureau. Appelez Léo. Il donnera les instructions à Gabriel, le chauffeur. Faites livrer le nécessaire. Et trouvez-moi une tenue plus appropriée. » « Une tenue? Oui. Je ne peux pas recevoir mon directeur financier en pyjama, même en soie. Allez dans mon dressing. Trouvez un de mes peignoirs de maison, le bleu marine. Et assurez-vous que les draps sont changés. » Mila obéit, les jambes molles. Elle passa la première heure dans le hôtel particulier à exécuter des tâches qui n'avaient rien à voir avec les soins. Le dressing de Raphaël était une pièce immense, remplie de costumes sur mesure, de chaussures italiennes et de vêtements de sport de luxe. Elle trouva le peignoir bleu marine, doux comme une caresse, et le ramena. Pendant ce temps,
le chauffeur, Gabriel, revint avec une équipe de manutention. En moins d'une heure, un bureau en bois sombre, un fauteuil en cuir ergonomique et un écran plat de la taille d'une télévision de salon furent installés dans le coin du salon. À 18h30, la suite médicale temporaire était transformée en un bureau de PDG. Mila aida Raphaël à se doucher et à s'habiller. C'était la partie la plus délicate de son travail. Aider cet homme grand et fort, même blessé, à effectuer ses besoins les plus intimes. Elle gardait une distance professionnelle absolue, se concentrant uniquement sur la technique et la sécurité de sa jambe plâtrée. Raphaël, de son côté, semblait ignorer toute gêne. Pour lui, Mila n'était qu'un outil efficace. « Votre tension est bonne, monsieur Dubois », dit-elle en finissant. « Et vous avez pris vos médicaments. Parfait. Maintenant, le service. J'ai besoin de 2 cafés. Un pour moi, noir, sans sucre, et un pour Gabriel, serré. » À 18h55, la sonnette retentit. Mila ouvrit la porte au directeur financier. Gabriel Lemaître était un homme d'une trentaine d'années, avec un air nerveux et des lunettes fines. Il était visiblement impressionné par l'installation médicale temporaire. « Bonsoir, mademoiselle Dubois », dit Gabriel. « J'ai cru comprendre que monsieur Dubois était de retour. »« Oui, monsieur Lemaître, il vous attend. Je vous apporte les cafés. » Mila se retira dans la cuisine, qui était aussi grande que son ancien studio, pour préparer les boissons. Pendant les 3 heures qui suivirent, Mila fut reléguée au rôle de secrétaire et d'hôtesse silencieuse. Elle apportait des dossiers, prenait des notes sur les ordres de Raphaël à son directeur financier et s'assurait que Raphaël était confortable. Elle écoutait, fascinée. Raphaël parlait de sommes colossales, de fusions, d'acquisitions. Elle était dans les coulisses du pouvoir, une taupe involontaire. Vers 22 ans, la réunion se termina. Gabriel Lemaître partit, le visage pâle et visiblement épuisé. Raphaël était revigoré. Le pouvoir le nourrissait. « Mademoiselle Dubois, faites-moi mon dernier contrôle des signes vitaux, » ordonna Raphaël. Mila s'exécuta. « Bien, » dit Raphaël. « Maintenant, votre tâche personnelle. » Mila leva les yeux. Elle s'attendait à ce qu'il lui demande de nettoyer le bureau. « Vous devez aller chercher vos affaires. Toutes vos affaires. »« Mes affaires, elles sont dans l'appartement de l'avenue Kléber, monsieur. »« Je sais, mais vous allez vivre ici, mademoiselle Dubois. » Le choc fut si grand que Mila lâcha la sonde du tensiomètre. « Ici ? Mais l'appartement de l'avenue Kléber, c'était une solution temporaire. Vous êtes mon infirmière, 24/7. Je n'ai pas l'intention de vous payer un taxi entre le 16e et le 8e à chaque fois que j'aurai besoin d'un verre d'eau ou d'une piqûre d'anticoagulant au milieu de la nuit. Vous dormirez ici. » Il pointa du doigt une porte discrète dans le coin du salon. « C'est la suite du personnel de service. Elle est adjacente à la suite médicale pour que vous soyez disponible immédiatement. » Mila était stupéfaite. Elle n'était plus seulement logée. Elle était une employée de maison résidente à disposition. La cage dorée venait de devenir plus petite et plus étouffante. « Mais, monsieur Dubois, je ne suis pas une domestique. Je suis une infirmière. Vous êtes mon assistante personnelle, mademoiselle. Cela inclut la logistique, l'organisation et la gestion de mon bien-être. Et mon bien-être exige que vous soyez à portée de main. Le contrat est clair. Vous êtes à ma disposition. » Il y avait dans son regard une fermeté qui ne laissait aucune place à la négociation. « Je vais appeler Gabriel. Il va vous conduire à l'avenue Kléber. Vous allez prendre toutes vos affaires et les ramener ici. Vous vous installerez ce soir. Je veux que vous soyez installé avant minuit. » Mila se sentit piégée. Elle avait accepté les termes du marché et elle venait d'en découvrir la véritable portée. Sa vie privée était définitivement terminée. « Entendu, monsieur Dubois, » répondit-elle, sa voix à peine audible. Raphaël fit un geste de la main pour qu'elle s'en aille. 30 minutes plus tard, Mila était dans la berline noire avec Gabriel, le chauffeur. Le voyage vers l'avenue Kléber semblait déjà appartenir à une autre vie. Elle entra dans l'appartement lumineux et moderne qu'elle n'avait habité que pour une nuit. Elle regarda autour d'elle avec une pointe de tristesse. Elle avait cru que ce luxe était le sien, même temporairement. Il n'était qu'un leurre. Elle fit rapidement le tour de ses affaires. Elle n'avait pas grand-chose. En moins de 15 minutes, elle avait tout emballé dans 2 valises et 3 boîtes de livres. « C'est tout, mademoiselle Dubois ?» demanda Gabriel, qui attendait patiemment. « C'est tout ce que j'ai, » répondit Mila avec une humiliation amère. Le retour vers le 8e fut rapide. Quand elle franchit à nouveau le seuil du hôtel particulier, elle sentit le poids de sa nouvelle servitude. Raphaël était en train de lire, indifférent à son retour. « Installez-vous, mademoiselle. J'ai besoin de mon somnifère habituel à 23h30.
Ne soyez pas en retard. Mila se dirigea vers la petite porte désignée. La suite du personnel était petite mais confortable et bien aménagée, loin de la grandeur du salon. C'était une chambre fonctionnelle, avec une petite salle de bain. Une cage de luxe, mais une cage quand même. Elle déballa ses quelques affaires. Elle accrocha sa robe noire dans l'armoire et rangea ses livres. Elle se sentit submergée par le changement. En 48 heures, elle était passée de l'expulsion imminente à la résidence dans un palais, mais elle n'avait plus aucune autonomie. À 23h25, elle frappa à la porte de la suite médicale. Entrez. Raphaël était allongé, les lumières de la pièce tamisées. Mila lui administra son somnifère. Demain matin, mademoiselle, nous commençons la rééducation ici. J'ai un physiothérapeute qui vient à 9h. Vous devez préparer le terrain. Entendu, monsieur Dubois. Mila se retira dans sa petite chambre. Elle s'allongea dans son lit, le corps épuisé, mais l'esprit en alerte. Elle était la gardienne de cet homme, la seule personne à sa disposition dans cette immense maison. Elle réalisa alors une chose étrange. Malgré l'arrogance et les exigences démesurées de Raphaël, il y avait chez elle une nouvelle forme de calme. Elle n'avait plus à se soucier de l'argent, du loyer, de la sécurité. Son unique mission était de servir Raphaël Dubois. C'était une simplification brutale de l'existence, mais c'était aussi une forme de paix. Le 2 janvier, la routine commença. Raphaël était un patient exigeant, mais aussi un employeur méticuleux. Il attendait la perfection, mais il fournissait les moyens d'y parvenir. La physiothérapeute, une femme robuste nommée Chloé, arriva ponctuellement. La rééducation était douloureuse pour Raphaël, et il la supportait en serrant les dents, sans jamais se plaindre devant Mila. Mila était là pour assister Chloé, surveiller les signes vitaux et s'assurer que Raphaël suivait le protocole à la lettre. « Vous êtes infirmière, mademoiselle Dubois ?» demanda Chloé pendant que Raphaël faisait un exercice difficile. « Oui, madame. Vous êtes chanceuse. Travailler pour monsieur Dubois, c'est le grand luxe. » Mila sourit faiblement. « Le grand luxe, oui. » Les jours suivants, la vie de Mila devint une routine rigoureuse. Elle se levait à 6h, préparait le petit déjeuner de Raphaël, toujours son jus de grenade frais, s'occupait de ses soins matinaux, assistait à la physiothérapie, gérait son planning d'appels et de réunions virtuelles et s'assurait que le hôtel particulier fonctionnait autour de l'axe Raphaël. Elle voyait Léo Marchand, l'avocat, presque tous les jours. Elle coordonnait Gabriel, le chauffeur, pour les courses et les transports. Elle était le centre névralgique de la vie de Raphaël, l'interface entre le milliardaire immobilisé et le monde extérieur. Raphaël, de son côté, commençait à dépendre entièrement d'elle. Il ne demandait plus rien au personnel de maison, une gouvernante et des femmes de ménage qui travaillaient discrètement à l'étage. Il ne faisait confiance qu'à Mila pour la précision et la discrétion. Un soir, vers le 5 janvier, Raphaël était en pleine visioconférence avec Tokyo. Il était frustré par un retard dans une négociation. Il parlait fort, les traits tirés par la colère. Mila, assise à la table de travail, prenait des notes sur la logistique d'un voyage à Singapour prévu pour dans 2 mois. Elle était habituée à ces explosions. Raphaël termina l'appel en claquant virtuellement la tablette sur le bureau. Il était exaspéré. « Ils sont tous incompétents !» rugit-il. 5 ans que je leur dis que le marché asiatique doit être sécurisé avant le nouvel an chinois. Il se tourna vers Mila. « Vous avez l'air de comprendre la logistique. Pourquoi est-ce si difficile pour des hommes payés des millions de dollars de faire un simple travail de coordination ?» Mila posa son stylo. « Monsieur Dubois, la coordination est difficile quand les gens ne sont pas motivés par la même chose. Vous êtes motivé par le gain et le contrôle. Peu probablement par la peur de vous décevoir, ce qui est une motivation faible. » Raphaël la regarda, surpris par son analyse directe. « Et vous, mademoiselle Dubois, qu'est-ce qui vous motive ?»« La peur de retourner à la rue. » Mila hocha la tête, sans détourner le regard. « Au début, oui, mais maintenant c'est la satisfaction du travail bien fait. Je fais ce que vous me demandez, à la perfection. Et la perfection est sa propre récompense. » Raphaël se renversa dans son lit, un air pensif sur le visage. C'était la première fois qu'elle lui parlait avec une telle assurance. L'infirmière timide s'effaçait, remplacée par une assistante efficace et étonnamment confiante. « La perfection, dites-vous. Si vous êtes si parfaite, mademoiselle, j'ai un test pour vous. » Mila attendit. « J'ai besoin de me déplacer. Cette chambre est magnifique, mais je suis fatiguée. Je veux aller dans la bibliothèque. » La bibliothèque était une autre pièce immense, à l'autre bout de l'étage, remplie de livres rares et de sculptures. « Vous ne pouvez pas marcher, monsieur.
et le fauteuil roulant n'est pas adapté à la distance. Organisez-moi un moyen de transport interne, ordonna-t-il, avec un défi dans la voix. Je veux être dans la bibliothèque avant le dîner. C'est votre mission. Trouvez la solution. Mila se leva. Elle savait que ce n'était pas une question de logistique, mais un test de son dévouement et de son ingéniosité. Elle allait devoir trouver un moyen de déplacer un milliardaire blessé dans son propre palais, sans l'aide de personnel extérieur. Elle sourit, un sourire fin qui ne plaisait pas à Raphaël. « J'ai une idée, monsieur Dubois, mais vous n'allez pas aimer. Tant que je suis dans la bibliothèque, je m'en moque, » répondit-il. Mila se dirigea vers la chambre du personnel de maison et revint avec une grande couverture de déménagement épaisse et un long morceau de corde qu'elle avait trouvé dans l'entrepôt. « Nous allons utiliser la méthode de l'ancien temps, monsieur Dubois. La méthode de la survie. » Raphaël la regarda intrigué. « Vous allez vous asseoir sur cette couverture. Je vais vous faire glisser. »« Glisser ? Dans ma propre maison ? Je suis un homme d'affaires, pas un meuble, » protesta Raphaël indigné. « Vous êtes un patient immobilisé, monsieur, et si vous voulez être dans la bibliothèque avant le dîner, c'est la seule solution rapide et sécurisée. Je m'assurerai que vous ne ressentiez aucune douleur, mais vous devez me faire confiance. » Mila avait mis son ton d'infirmière, celui qui ne laissait aucune place à la discussion. Pour la première fois, Raphaël se sentit dominé par l'autorité professionnelle de Mila. Il soupira, vaincu. « Très bien, faites-le. Mais si je me fais une égratignure sur mon peignoir, vous êtes responsable. » Mila sourit. Elle installa la couverture sur le sol en marbre, aida Raphaël à s'asseoir dessus, s'assurant que sa jambe plâtrée était bien soutenue. Elle attacha la corde à la couverture pour avoir une meilleure prise. « Accrochez-vous, monsieur, et profitez de la balade. » Elle commença à tirer doucement. Raphaël, le maître de l'univers financier, glissait sur le sol de son propre palais, tiré par son infirmière personnelle. Il commença par grogner, puis il éclata de rire. Un rire fort, sincère, que Mila n'avait jamais entendu. « C'est absurde !» s'écria-t-il entre deux rires. « C'est efficace, monsieur Dubois !» répondit Mila, essuyant une perle de sueur. La traversée du hôtel particulier fut une épopée ridicule. Ils passèrent devant des tableaux de maîtres, des vases antiques, Raphaël glissant comme un enfant sur une luge. Quand ils arrivèrent à la bibliothèque, Raphaël était épuisé, mais de bonne humeur. « Vous avez gagné, mademoiselle Dubois. Vous êtes sans pitié. »« Merci, monsieur Dubois. Maintenant, je vais vous installer confortablement pour que vous puissiez travailler. » Mila, épuisée mais satisfaite de sa victoire logistique, installa Raphaël dans un fauteuil en cuir près d'une immense cheminée éteinte. Elle avait réussi l'impossible, déplacer le milliardaire dans son propre palais. « Vous pouvez maintenant travailler, monsieur Dubois, » dit-elle, rangeant la couverture et la corde. « Je serai dans la suite du personnel. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Raphaël la regarda s'éloigner, un léger sourire aux lèvres. Il n'était pas habitué à ce genre de débrouillardise. Les gens riches achetaient des solutions. Mila, elle, les inventait avec les moyens du bord. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans une routine d'une rigueur militaire. Raphaël s'était complètement approprié Mila. Elle était son infirmière, sa secrétaire, son factotum, et la seule personne dans la maison à qui il parlait vraiment. Le silence de la maison ne lui pesait plus. Il était rempli par les ordres de Raphaël et les réponses méthodiques de Mila. Mila, elle, avait changé. La timidité s'était envolée, remplacée par la confiance que procure une compétence reconnue. Elle gérait les appels de Léo Marchand, organisait les réunions par visioconférence avec Tokyo et New York, et surtout, elle contrôlait la santé de Raphaël avec une main de fer. « Monsieur Dubois, vous ne prendrez pas cet appel maintenant », dit-elle un matin, alors qu'il tentait de saisir son téléphone satellite malgré une douleur post-rééducation. « Votre pouls est trop rapide. 20 minutes de repos, puis vous pourrez appeler le ministre des Finances. » Raphaël, habituellement intraitable, avait grogné mais il avait obéi. Il avait appris que contester les ordres de Mila en matière de santé était plus épuisant que de simplement les suivre. Il respectait son professionnalisme absolu. Leur relation était un étrange balai de pouvoir et de dépendance. Raphaël était le maître incontesté de l'argent et du destin de Mila, mais Mila était la maîtresse de son corps et de son emploi du temps. Un soir, alors qu'elle lui donnait ses médicaments, Raphaël la regarda fixement. « Vous êtes douée, mademoiselle Dubois. Vous auriez pu être PDG. » Mila haussa les épaules. « Je n'ai pas d'ambition financière, monsieur. Seulement l'ambition d'être utile. » « C'est une distinction stupide, rétorqua Raphaël. « L'utilité est une valeur monétaire.
mais il ne la contredit pas plus loin. Il avait remarqué qu'elle avait commencé à glisser des livres de médecine humanitaire dans la bibliothèque, à côté de ses traités de finances. Elle ne parlait plus de son rêve, mais elle le nourrissait en silence. Les semaines devinrent des mois. Le printemps arriva à Paris et les bourgeons fleurissaient dans la cour du hôtel particulier. Mars. Raphaël avait commencé à utiliser des béquilles, puis une seule canne. Il était presque guéri. Le docteur Hugo, qui venait désormais pour les examens de contrôle, était stupéfait de la rapidité de sa rééducation. « Je dois avouer, monsieur Dubois, que votre guérison est spectaculaire », dit Hugo, lors de la visite finale, fin mars. « Mais je dois surtout féliciter mademoiselle Dubois. Ses soins, son attention au protocole ont été impeccables. Elle vous a même forcé à suivre le régime. » Raphaël sourit, un sourire triomphal. « Je n'embauche que les meilleurs, docteur. » Le docteur Hugo signa les papiers finaux. Raphaël Dubois était officiellement rétabli. Il n'était plus impatient. Le contrat de Mila touchait à sa fin. Ce soir-là, Raphaël ne demanda pas à Mila de lui servir le dîner. Il était assis dans le salon principal, dans un fauteuil, vêtu d'un costume de ville impeccable pour la première fois. Il avait l'air du titan qu'il était. Il lui fit signe de s'asseoir dans le fauteuil en face de lui. Le docteur Hugo a signé les papiers. Le contrat est terminé, mademoiselle Dubois. Mila sentit une étrange vague d'émotion. Soulagement, bien sûr, mais aussi une pointe de nostalgie. Elle avait vécu 3 mois dans une intensité qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Je l'ai bien compris, monsieur Dubois, » dit-elle, sa voix ferme. « Léo Marchand a préparé les documents de fin de contrat. Votre salaire de 3 mois, avec les bonus convenus, sera versé demain matin. Le montant est conséquent. » Mila hocha la tête. L'argent était la liberté. Elle pouvait désormais acheter un petit appartement, mettre de côté une somme substantielle pour ses études futures. De plus, continua Raphaël, le ton plus hésitant que d'habitude, Léo vous a fait livrer les clés de l'appartement de l'avenue Kléber. Il vous est cédé pour 1 année sans loyer. Considérez cela comme une prime de départ. Mila le regarda stupéfaite. 1 an de logement gratuit dans le 16e. C'était une fortune en soi. Monsieur Dubois, c'est trop. Je ne peux pas accepter l'appartement. Ne soyez pas stupide, mademoiselle. C'est une transaction. Vous avez été efficace. C'est la valeur de cette efficacité. Et c'est un gage de ma gratitude pour votre discrétion absolue. Vous avez entendu beaucoup de choses ici. Mila comprit. L'appartement était le prix de son silence. J'accepte l'appartement, monsieur Dubois, et je vous garantis ma discrétion. Raphaël se leva, s'appuyant légèrement sur sa canne, mais marchant avec assurance. Il fit quelques pas dans la pièce. Maintenant, la question la plus importante, mademoiselle Dubois. Votre avenir. Mila attendit. Elle allait retourner à l'hôpital, trouver un poste et recommencer sa vie. Mais elle ne serait plus jamais la même. Vous êtes surqualifiée pour être infirmière dans un hôpital public. Et vous êtes la seule personne qui ait réussi à me gérer sans trembler, dit Raphaël se tournant vers elle. Je ne peux pas vous laisser partir. Mila pinça les lèvres. Elle s'attendait à ce qu'il lui demande de rester comme infirmière à domicile. Je vous propose un nouveau contrat, Mila. Il utilisa son prénom pour la première fois et l'effet fut saisissant. Non pas comme infirmière, mais comme mon assistante exécutive personnelle. Mon chef de cabinet. Mila ouvrit la bouche. Votre chef de cabinet ? Mais je n'ai aucune expérience en finance ou en gestion d'entreprise. Vous avez géré mon transfert, mon planning, ma santé et mes crises de colère avec une efficacité que mes directeurs ne possèdent pas. Je vous paierai 10 fois votre ancien salaire d'infirmière. Vous garderez l'appartement de l'avenue Kléber comme résidence, mais vous voyagerez avec moi. Singapour, New York, Dubaï. Vous gérerez ma vie personnelle et professionnelle. Vous serez mon filtre, ma barrière entre le monde et moi. Il se rapprocha d'elle, l'air d'un homme qui fait l'offre de sa vie. En échange, vous aurez un accès illimité à mes ressources. Si vous voulez étudier la médecine humanitaire, je vous paierai les études. Je vous financerai des missions. Vous serez libre de poursuivre vos rêves tant que mon organisation personnelle reste votre priorité. C'est un marché où vous gagnez l'argent, la sécurité et l'opportunité de réaliser votre ambition. C'était une offre vertigineuse. La possibilité de mettre son rêve humanitaire sur les rails, financé par un milliardaire. Elle n'aurait plus jamais à se soucier de l'argent ou de la précarité. Mila inspira profondément. Elle n'était plus la jeune femme terrifiée du 29 décembre. Elle pouvait négocier. « J'accepte l'offre, monsieur Dubois, dit-elle, se levant pour être à sa hauteur, mais sous certaines conditions que nous allons clarifier avec Maître Marchand. » Raphaël haussa un sourcil. Il aimait ça.
Premièrement, je ne suis plus votre infirmière, sauf en cas d'urgence médicale. Je suis votre assistante professionnelle. La ligne de démarcation doit être claire. Entendu, dit Raphaël, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Deuxièmement, mon temps libre est mon temps libre. Je ne suis pas disponible 24/7, sauf en période de crise professionnelle ou de voyage d'affaires. Je maintiens mon droit à la vie privée. Raisonnable, concéda Raphaël. Et enfin, concernant le financement de l'humanitaire. Je veux que ce soit clair. L'argent ira directement aux organisations, sans que mon nom ou le vôtre ne soit utilisé pour de la publicité ou du chantage envers quiconque. Raphaël la regarda, un mélange de surprise et d'admiration dans les yeux. Elle négociait non pas pour elle, mais pour l'intégrité de son rêve. « Vous êtes incorruptible, Mila. C'est une qualité rare dans mon monde, dit-il, utilisant son prénom de nouveau. J'accepte vos termes. Nous allons définir un contrat qui vous mettra à l'abri, vous et vos rêves. » Il lui tendit la main, non pas pour un geste romantique, mais pour sceller un accord d'affaires. Mila serra sa main fermement. Le contact était bref, professionnel. « Je vais prévenir Léo Marchand, » dit Raphaël. Mila hocha la tête. « Bien, je vais faire mes valises pour l'avenue Kléber. Je commence officiellement demain matin, 9h. » Quelques semaines plus tard, Mila était dans le bureau personnel de Raphaël dans le 8e arrondissement. Ce n'était plus le hôtel particulier, mais le siège social de son empire financier. Elle était assise à un bureau avec une vue imprenable sur la Seine. Elle portait un tailleur élégant, offert par Raphaël. Il avait insisté pour qu'elle ait une garde-robe digne de son poste. Elle était en train de finaliser la logistique d'un voyage à Singapour. Raphaël entra. Il marchait sans canne, l'air puissant et pressé. « Mila, le vol pour Singapour doit être avancé d'1 heure. Le Premier ministre a changé son agenda. »« J'ai anticipé, Monsieur Dubois, » répondit Mila, sans lever les yeux de son écran. « Le vol a été changé. L'hôtel est prévenu. Le transfert médical pour votre physiothérapeute à Singapour est en place. Et j'ai annulé votre dîner avec les Rothschild, car vous avez besoin de 8 heures de sommeil avant la réunion de demain. » Raphaël s'arrêta. Il la regarda, la nouvelle Mila. Elle était son cerveau logistique, son bouclier, son unique point de vérité dans un monde de mensonges. « Vous m'avez annulé les Rothschilds ? Oui, vous êtes rétabli, mais vous n'êtes pas surhumain. Votre santé passe avant leur dîner. C'est dans le contrat, Monsieur Dubois. » Raphaël sourit, un sourire qui n'était plus froid, mais amusé et respectueux. Il se pencha sur le bureau. « Vous êtes la meilleure décision que j'ai jamais prise, mademoiselle Dubois. » Mila leva enfin les yeux. « Et vous, Monsieur Dubois, vous êtes le meilleur tyran que j'ai jamais rencontré. » Elle prit une enveloppe et la lui tendit. « Votre planning pour la semaine prochaine et la liste des fondations humanitaires que nous allons financer en mai. J'ai trouvé 3 organisations qui opèrent en toute discrétion. » Raphaël prit l'enveloppe. Il savait que Mila avait trouvé sa place. Elle avait troqué son petit studio précaire contre la sécurité d'un empire, mais elle avait conservé son âme et son objectif. Elle était passée de la peur de l'expulsion à la gestion des milliards. Et Raphaël Dubois, le milliardaire qui détestait être seul, avait trouvé dans l'ancienne infirmière timide non seulement une assistante impeccable, mais aussi la seule personne qui osait encore lui dire non. Leur partenariat, né de la misère et de l'arrogance, était devenu une force inébranlable. Mila se remit à travailler sur son écran. Raphaël, satisfait, se dirigea vers la porte. La nouvelle année venait juste de commencer, et pour la première fois depuis longtemps, Raphaël Dubois n'avait plus peur de l'ennui. Il avait Mila, et elle était une énigme qu'il n'avait pas fini de déchiffrer.